Et bonjour! Alors, nous voici dans un tout nouveau vlog livresque. Prise 2 parce que j'ai enregistré une séquence et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Donc, mystère. Donc, nous sommes, maintenant je vais le savoir, le vendredi 14 février. Oui, oui. Donc, Saint-Valentin. Pour ceux qui le fêtent ou pas, peu importe, mais je vous souhaite, je sais pas, une journée chouette aujourd'hui. Peu importe la formule que vous choisissez, j'espère que vous aurez des petits moments de bonheur dans votre journée. Alors, ben voilà. Me voici donc en début de vlog avec une lecture en cours potentielle. J'ai décidé que je la poursuivais, mais je sais pas. Sur un coup de tête, en fait, j'ai décidé ce matin de me lancer dans une lecture qui était potentiellement en lien avec la Saint-Valentin. Mais j'avais pas le goût de lire une romance. J'avais pas le goût d'essayer nécessairement encore des suggestions un peu trop à l'aveugle parce que dans le dernier vlog, les dernières lectures que j'ai eues, c'est des nouveautés pourtant d'auteurs que je connaissais, puis j'étais un peu déçue. Fait que là, j'avais comme envie vraiment de lire quelque chose que j'étais presque certaine qu'elle allait me plaire, mais avec peut-être un lien avec, je sais pas, l'amour. Donc, j'ai décidé, j'ai vu dans mes livres que j'avais à la maison que j'avais le livre Bonjour mon amour de Fanny Britt, qui est un roman pour ados qu'elle a écrit, qui est, je crois, paru à l'automne 2024 et que j'ai pas encore eu l'opportunité de lire. Malheureusement, il n'y a pas de version audio. Je l'ai emprunté en numérique pour le déplacement parce que j'ai écouté un peu en voix de synthèse pour voir si ça me plaisait. Bien entendu, quand c'est du Fanny Britt, c'est pas. J'aimerais mieux pas l'écouter en voix de synthèse. Elle a une plume qui est tellement superbe puis qui me convient tellement puis que je veux tellement déguster que c'est pas nécessairement l'idéal, la voix de synthèse, mais bon, au moins ça me permet d'avancer pendant que je suis en transport. Bref, j'ai commencé. Je pense que je vais le poursuivre, mais j'ai quand même eu une petite surprise parce que je me souvenais pas de la quatrième de couverture. Fait que quand j'ai commencé, j'ai fait. Donc, on va suivre Bernadette, qui est une jeune fille de 14 ans, qui a des parents qui sont un père musicien, je pense, puis une mère enseignante au cégep en musique ou quelque chose comme ça. Bref, c'est de la musique dans la famille. Et c'est la plus jeune, je pense, d'une sororité de la famille. Et pendant un concert que ses parents sont venus voir et c'est elle qui chante, elle va vivre en fait une espèce d'expérience où son cœur tombe en genre de tachycardie, vraiment le cœur qui débat sans aucune raison, manque d'air, panique, chaleur et tout. Puis, elle sait pas vraiment pourquoi, elle sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis, elle va pas se sentir nécessairement à l'aise d'en parler. Elle est comme pas sûre qu'elle veut vraiment en parler. Fait que là, elle va chercher vite vite sur Internet, la pire chose à faire, et elle va voir que, bon, l'arythmie, tachycardie, tout ça, souvent, c'est lié à des maladies. Puis là, elle va être sûre qu'elle a une maladie grave. Et, une maladie importante, puis elle n'en parle à personne. Puis de ce que j'ai compris, c'est qu'elle va finir par se ramasser, on va finir par la suivre alors qu'elle s'en va à l'été chez une de ses amies. Puis elle va finir par, je pense, s'ouvrir à la vie, puis peut-être un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec son fameux cœur qui débat. Donc, voilà. Ce qui m'a surpris, c'est que ça va parler potentiellement, en tout cas, j'imagine, mais vraiment qu'elle a une maladie grave, mais ça parle potentiellement d'anxiété. Puis, ben, comme ça fait partie de mon jeu de cartes, qu'en ce moment, ça fait vraiment partie de mon jeu de cartes au quotidien. Donc, il y a des moments comme ça, quand on vit de l'anxiété, quand on vit avec l'anxiété, parce que c'est ça que j'ai depuis tout le temps, il y a des moments où ça se passe bien, puis d'autres, ça se passe moins bien. Là, ces temps-ci, c'est plus présent, disons. C'est plus, ça se manifeste plus. Donc là, j'ai commencé ça, je me suis dit, je m'embarque vraiment là-dedans. Est-ce que je suis un peu trop fragile pour recevoir ça? Mais comme c'est Fanny Britt, que c'est une plume que j'adore, que je sais que c'est une plume qui est bienveillante, qui est juste, qui est en même temps super simple dans le sens qui invite le lecteur à la rejoindre, donc par opposition à ce que j'ai vu dans les dernières lectures, dans les derniers vlogs, donc qui veut en fait qu'on fasse partie de cette espèce d'échange-là avec elle dans la lecture, ben je me suis dit que j'allais y faire confiance. Donc, je poursuis ma lecture, potentiellement en papier, si j'y arrive. J'ai un peu des problématiques en ce moment aussi qui sont autres, mais qui sont liées à, bon, maux de tête, étourdissement et tout, qui sont quelque chose aussi qui fait partie de mon jeu de cartes, donc ne vous inquiétez pas. Si j'y arrive, je vais lire en papier, mais sinon, ben, si je vais l'écouter un peu en voix de synthèse, là, mais je pense que je vais tout faire pour le faire autrement. Alors voilà pour ma lecture en cours finalement, surprise, en lien avec Pseudo la Saint-Valentin. Et ben, sans plus tarder, allez, on lance le tout.
Et bonjour! Alors, me voici, nous sommes le samedi 15 février, donc je suis de retour du boulot et j'ai deux trucs dont je veux vous parler. Premièrement, ce matin, je voulais justement choisir une nouvelle lecture audio parce que, ben pas une nouvelle lecture audio, ben oui, une nouvelle lecture audio parce que je suis en train de, je garde ma lecture du Fanny Britt, donc Bonjour mon cœur, euh, pour la lecture papier, parce que bon, les voix de synthèse, c'est bon, mais quand on a une plume aussi agréable que celle de Fanny Britt, c'est pas nécessairement la chose que je privilégie. Et j'étais un peu à la recherche, un peu au désespoir. Et je me suis dit, je suis tombée sur une autre des lectures courtes que je privilégie ces temps-ci parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est la collection micro chez La Courte Échelle. J'avais déjà parlé de l'opus qui s'appelle Clang. Et là, cette fois-ci, j'ai fini par lire Kuba de Laurie Léveillé, donc chez La Courte Échelle, collection micro. J'hésitais parce que d'emblée, en fait, la thématique est bien indiquée dans la quatrième de couverture. On va y suivre Samantha et Léa, donc Sam pour les intimes. Et Sam et Léa vont aller dans un party à l'Halloween et Sam va se faire agresser et va finir par se confier à Léa. Puis, ça va être, en fait, on va suivre après ça comment à la fois Léa et Sam vont réagir à cette situation-là et comment ça va évidemment les transformer potentiellement. Donc, c'est encore évidemment un sujet qui est choc. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, c'est quelque chose que je trouve intéressant. J'avais hâte de voir comment ça allait être abordé, mais en même temps, le sujet de tout ce qui est agression sexuelle, c'est quelque chose que je dose dans mon, mon input, dans ce qui entre dans mon imaginaire en ce moment avec, par le biais des livres et tout. Parce que souvent, c'est très remuant, puis je suis pas toujours en état pour recevoir ça. Mais là, dans le fond, j'ai été complètement subjuguée par ça, par la plume de Laurie Léveillé. C'est tellement bien fait. On ne s'appesantit pas non plus sur l'événement en tant que tel, mais on le banalise pas. On parle ici d'une agression. Donc, il y a différents types d'agressions. Dans ce cas-ci, c'est une agression dont la victime est parvenue à se sortir, mais ça reste une agression. Donc, je veux dire, à se sortir, à quitter avant que ça passe à un niveau supérieur, mais c'est une agression. Ben, on comprend un peu entre les lignes que peut-être que du GHB qui avait été un peu impliqué et tout, parce que bon, il y avait du punch à l'alcool à ce moment-là, puis bon, le personnage principal finit par nous évoquer le fait qu'à un moment donné, quelqu'un lui donne un autre verre, puis ça goûtait pas nécessairement comme le premier, donc tu sais, on comprend un peu entre les lignes. Mais ce qui est la force de cet opuscule-là, c'est non seulement le sujet, mais la manière dont c'est abordé. Parce qu'en fait, quand Léa va finir par apprendre que sa meilleure amie a été agressée, alors qu'elle était elle-même au party, elle s'était un peu poussée avec quelqu'un avec qui lui plaisait et tout. Donc, elle était partie, mais tu sais, je veux dire, Sam, c'est une fille qui était toute timide et tout, qui a toujours été habituée d'être avec Léa, qui est comme la forte, celle qui défend tout le temps. Mais en même temps, dans les parties, ça arrive souvent qu'ils se perdaient de vue. Puis bon, ils sont perdus de vue. Puis là, ben, quand Léa apprend ça, elle est comme j'aurais jamais dû y aller, j'aurais jamais dû te laisser toute seule et tout. Puis elle est complètement, évidemment, tout à l'envers, à la fois pour son ami. Puis elle dit il faut absolument qu'on trouve la personne qui t'a fait ça, puis on va y casser la gueule. Puis on est vraiment dans cette espèce de réflexion-là. Donc, après l'événement, c'est vraiment une collection qui a tendance à justement focuser beaucoup là-dessus. Dans le Klein, c'est la même chose. On a une petite mise en contexte, donc on apprend un peu à connaître les personnages, le ou les personnages. Ensuite, il va y avoir l'événement. Puis ensuite, le gros de l'histoire se passe dans le après. Puis c'est ça qui est intéressant, puis c'est souvent ça qui n'est pas tant abordé dans les romans. Donc, le après. Et bien, on va voir justement comment Sam se tire de tout ça. Comment Léa va réagir. Léa va finir par réagir en disant viens, on va apprendre à se battre. Puis là, ben, en fait, littéralement, ils vont prendre des cours d'autodéfense et tout ça. Au départ, dans le but de potentiellement se venger du côté de Léa, mais pour Sam, c'est plus une façon qui va redevenir finalement une façon de reprendre le contrôle sur elle-même, donc de reprendre confiance en elle, puis de se sentir assez ancrée pour s'affirmer. Elle n'est pas nécessairement dans le désir de vengeance, mais dans la nécessité de s'affirmer, de ne pas fuir et tout ça. Donc,
ça, c'est la globalité. Mais ce qui est la qualité... Donc, déjà en partant, excusez-moi, je viens de le finir, je suis comme tout en... C'est vraiment en ébullition de ressenti en ce moment, mais il y a deux choses, finalement, qui sont intéressantes. Donc, le sujet, comme je vous disais, la façon dont c'est abordé, le fait qu'on passe beaucoup plus de temps sur le après que sur le avant et sur le pendant. Et tout ça sans banaliser, bien entendu. Le fait que ça amène une dimension de, bien évidemment, c'est différent pour chaque personne qui, malheureusement, doit passer par cette situation-là parce qu'ils ont subi des agressions sexuelles. Mais dans le cas du personnage qui est mis de l'avant, ça se traduit par un désir de s'affirmer puis d'avoir de nouveau confiance en soi. C'est pas parfait non plus. On sent que le personnage principal se dit, mais dans le fond, je vais devenir forte, puis là, je vais essayer de repousser le passé derrière moi et tout. Donc, on se dit, oh mon Dieu, pauvre chouette, on est, mais en même temps, peut-être que c'est ça qu'elle a besoin de faire à ce moment-là. On peut pas juger, on est de l'extérieur et tout. Puis ensuite, l'autre point qui est vraiment positif, donc comme je vous dis, c'est la façon qui est proposée, la façon qui est décrite de comment elle amorce, évidemment, parce que c'est toujours une amorce, là, ça se passe dans les jours, les semaines, ça se règle pas, là, nécessairement. Elle va vivre avec ça pendant toute sa vie, mais je veux dire, bon, l'amorce de justement comment on se relève de ça, comment elle s'est relevée de tout ça, comment elle a décidé de se relever de tout ça, mais c'est comment c'est dit. La plume de Laurie Léveillé est juste parfaite. On n'est vraiment pas dans de l'ampoulé, on est dans, évidemment, ben, comme toujours dans ces trucs-là, vous allez me dire, c'est un opuscule, mais des très courts chapitres, évidemment, mais des courtes phrases, vraiment, vraiment qui vont comme un peu plus comme peindre une émotion par petits coups de pinceau que par genre une giga longue phrase qui va nous amener dans genre une grande courbe de je sais pas trop, on n'est pas là-dedans. C'est pas non plus acéré là, du tout. C'est pas, quand je dis courte phrase, c'est pas saccadé et tout, mais c'est juste que c'est vraiment comme, ça vient un peu comme un flot d'émotions, une émotion, une autre émotion et tout ça. Puis la façon dont elle a de dépeindre les choses que ressentent les personnages, elle leur donne des textures, elle leur donne des odeurs, elle leur donne des couleurs à ces moments-là. Puis là, ben, je parle pas de couleurs réelles ou de textures réelles. Puis ça donne tellement une plus-value au ressenti. Pour le lecteur, en tout cas, ça nous plonge là-dedans. C'est une plume que, moi, en fait, j'avais jamais lu de Laurie Léveillé. C'est une plume que, clairement, si jamais elle écrit autre chose, je vais sans doute vouloir tenter. Super habile, bien écrit. Qui arrive à transmettre tellement en si peu de temps. On n'a pas l'impression qu'il nous manque des morceaux. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'on est non plus enseveli dans une description. On n'a pas non plus l'impression qu'on tourne en rond comme lecteur. Les personnages, ils vont... Bon, évidemment que les personnages de Sam, elle vient de vivre quelque chose, elle va tourner dans cette espèce d'affaire-là qui lui pèse, qu'elle ne sait pas quoi faire avec et tout. Mais je parle de comme lecteur, on n'a pas l'impression qu'on tourne en rond en quête de quelque chose. Puis, ben, la fin est quand même assez punchée. C'est une fin un petit peu plus ouvertement à message, mais seulement dans les quelques dernières lignes. Puis je trouve que dans le contexte, ben, en fait, le sujet qui est abordé, puis c'est pas un message dans le sens il faut faire ça. C'est juste comme un peu il y a une petite touche de espoir inspirant, disons, volontairement verbalisé à la fin. Mais jamais dans la banalisation, comme je vous dis, de ce que la personne a vécu. J'ai trouvé ça, là, vraiment parfait. À date, c'est 2 en 2, là, les deux que j'ai lus. Il y en a 3 au complet. Il y en a 3 au complet. Il y en a 3 à date de Paris dans cette collection-là. Si je me trompe pas. J'en ai lu 2, j'en ai écouté 2 sur 3. Ah, puis d'ailleurs, point de plus pour celui-là, je l'ai écouté, puis la comédienne qui est Marie-Ève, je vais vous dire le nom, je sais pas si c'est Marie-Ève Lagarde, Lagacé, je vais vous mettre son nom. La comédienne qui a lu ça est juste comme parfaite. J'ai jamais entendu une interprétation aussi juste de ça. Elle raconte dans les mots avec la... Ben, en fait, elle incarne le moment vécu par une adolescente. Donc, ça pourrait des fois... On pourrait tomber dans le, je sais pas, trop caricaturé, convenu. Non, et c'est tellement parfait. On a l'impression qu'on est là. On a l'impression que c'est exactement ce personnage-là qui nous raconte l'histoire. On n'a pas l'impression qu'on essaie de glisser un adulte dans quelque chose qui se passe au cœur d'une adolescence qu'on apprend à connaître. C'est vraiment, vraiment... Puis d'ailleurs, le narrateur qui faisait Klein aussi, c'était vraiment juste. Donc, si jamais vous voulez essayer ces 2 versions audio-là, ça dure 54 minutes pour Kuba. Je pense que c'était ça aussi pour Klein.
écoutez, c'est vraiment c'est un, comment on pourrait dire, un coup de circuit, un coup de circuit, parce que dans le fond, à la fois le texte, l'idée de la collection, les sujets abordés, comment c'est abordé, les personnages qui sont mis de l'avant, et en plus, la plus-value de la version audio, ça fait un produit qui est comme... On se demande où ça a été pendant toutes ces années-là, ce type de livre-là, de fiction-là. Alors voilà, pour mon grand enthousiasme, j'en ai parlé vraiment longtemps en tout cas. Voilà, ça valait la peine. Pas parce que c'est un petit opuscule qu'on n'a pas vraiment parlé longtemps. Et sinon, j'ai rapporté de la Bibli. Yay! Le 6e tome, on ne pensait pas qu'elle allait avoir un 6e tome, mais le 6e tome de la série Les Carnets de cerises, qui est une série de romans graphiques que j'ai adoré, que je recommande depuis sa parution en continu, qui est tellement une série qui est attachante, émouvante, mais qui va quand même au-delà de ce qu'on pourrait s'attendre de ce type de série-là, parce que ça va être une série où on va lire les carnets d'une jeune fille de 9 ans qui aime un peu résoudre des enquêtes, mais qu'il y a des histoires d'amitié et tout ça, mais il y a aussi surtout une quête d'identité parce qu'elle a perdu son père, puis elle essaie d'en apprendre plus sur qu'est-ce qui s'est passé un petit peu, puis en quoi ça va la définir ou pas. Et ça se terminait vraiment, c'était censé être une pentalogie, je sais pas si ça se dit comme ça, donc 5 tomes, mais là, je sais pas, out of nowhere, ils en ont sorti un 6e, puis là, ben, tu sais, je suis tellement contente, là, mais je pense que c'est un préquel. Oui, je pense que c'est un préquel parce que dans le fond, ça a l'air de dire que c'est quand elle était petite. Je sais pas. Je sais pas. Ah non, ça se passe quand même après le tome 5, donc quand il y a eu des événements qui se sont passés, dont je ne vous parlerai pas parce que ça va divulgacher. Mais j'imagine que ça va faire en sorte que elle va retourner un petit peu plus dans peut-être son passé à elle et tout ça. Donc, j'ai vraiment trop hâte. Les illustrations de Aurélie Néret. Dans le fond, c'est Joris Chamblin et Aurélie Néret. Et j'en trouvais d'autres. Parce que j'essaie de ne pas trop vous divulgacher, mais c'est difficile parce que les personnages concernés sont comme toujours présents. Dans le fond, ça, c'est une illustration. Puis sinon, il y a aussi des parties qui sont en forme de journal intime. Comme ça ici. Alors voilà, super hâte de lire. Je pense que je vais lire avec comme c'est une nouveauté. Puis j'ai emprunté à ma bibli, je vais le lire rapidement. Je vais peut-être essayer de le lire justement en fin de semaine. Puis je vais le rapporter rapidement pour si quelqu'un veut le découvrir sans tarder. Alors voilà, sans plus tarder. Après ce super long segment, on se dit à tantôt. Hey, bonjour! Alors, on est le lundi 17 février, post-tempête, deuxième tempête en une semaine, mais vraiment tempête, là, pas les tempêtes qui annoncent, puis que là, finalement, tout le monde se prépare, puis qu'il y a genre 5 cm de neige. On a quand même eu pas mal 40 cm de neige par tempête, donc oui, quand même, on peut dire que c'est assez solide. Donc, moi, je suis contente parce que, en fait, la deuxième tempête était hier, dimanche, et ben, je suis en congé, donc tant mieux. Puis aujourd'hui, je suis en congé aussi. Donc là, c'est le post-tempête, et là, c'est encore des vents. Je suis comme vraiment contente de ne pas être sur la route. Bref, et c'est ma journée où je fais ce que je veux, donc ça ne peut pas mieux tomber. Ambiance de lecture, gros travaux de déneigement potentiellement faits grâce à mon copain et moi, gros blessière, mais surtout lui. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à profiter de la journée. Donc, je voulais vous parler de une lecture audio que j'ai lue, que j'ai choisie in extremis parce que j'avais terminé la précédente lecture audio que j'avais dans ma besace et ben, j'avais encore des transports à faire, donc je me suis dit que je pouvais me prendre une autre lecture audio. Puis là, j'ai hésité, j'ai pensé à prendre un Cozy Mystery, nanana, mais je me suis rendu compte que j'étais quand même en mode lecture jeunesse-ado dans ce vlog-ci, et je me suis dit pourquoi je ne pourrais pas prendre juste des lectures jeunesse-ado. Et là, ben, j'ai fouillé dans mes différentes plateformes dans lesquelles j'ai accès à des livres, et particulièrement dans les plateformes où c'est des bibliothèques. Puis, ben, j'ai trouvé un titre que ça faisait longtemps que je découvrais. C'est l'autrice Jennifer L. Holm que j'avais vu passer parce qu'avec son Turtle in Paradise, qui est un
qui avait une adaptation en roman graphique, je crois. Puis c'était, bon, je voyais un peu le genre d'histoire qu'elle proposait. Puis ça fait longtemps que je veux lire découvrir sa plume, puis je l'ai jamais fait. Puis là, ben, j'ai décidé de me lancer dans un livre que ça fait longtemps qu'il est paru, je pense que c'est paru en 2016 ou 2017, je me souviens plus. Puis quand je l'avais vu passer, la couverture m'avait vraiment intriguée, puis je m'étais dit, ah, je vais le lire, mais tu sais, vous voyez comment c'est, on est rendu en 2025 quand même. Et c'était The 14th Goldfish. The 14th Goldfish, donc le 14e poisson rouge, sans surprise en français. Et c'est ça, dans le fond, c'est le premier tome d'une duologie. Au départ, c'était, je pense, juste un tome, puis finalement, elle a fait une suite. Donc, le premier tome d'une duologie qui met en scène Ellie, qui est une jeune fille de 11 ans qui vient de terminer, dans le fond, dans le système anglophone, le primary school, et qui est rendue en middle school, donc qui, pour nous, dans le fond, au Québec, pas quelque chose auquel on était habitué, parce que le middle school, c'est comme un peu la fin primaire, début secondaire, en équivalence. Et ben, dans le fond, c'est ça. Elle a terminé son école primaire, elle s'en va dans middle school. Évidemment, dans ce temps-là, ben, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est que toutes ses amies d'avant ben, sont encore là, mais pas nécessairement. C'est pas tout le monde qui va à la même middle school. Sa meilleure amie est là, mais là, elle a comme des nouveaux intérêts. Elle arrive à avoir 12 ans, se met à faire du basketball, un nouveau cercle d'amis. Et Ellie, elle vit avec sa maman, qui est prof de théâtre au high school, donc secondaire cégep, parce qu'encore une fois, c'est différent pour le système anglophone. Et il est assez excentrique, tu sais, genre qui s'habille toujours un peu en mode super rocambolesque, très théâtral et tout. Et elle vit seule avec sa mère. Et son père est un comédien, donc qu'elle voit ponctuellement, mais tu sais, dans le fond, il habite plus avec la maman et tout. Donc, c'est un peu le genre d'existence qu'elle a. Puis elle, depuis qu'elle est toute petite, ses parents ont toujours voulu qu'elle soit dans ce milieu-là. Puis elle a suivi des cours de danse, puis elle les a suivis partout dans des pièces de théâtre. Puis Ellie, c'est pas quelque chose nécessairement qui l'attire, mais bon, tu sais, elle a 11 ans, fait qu'elle suit un peu le mood, mais elle n'a pas l'impression vraiment qu'elle se reconnaît là-dedans. Et dès le départ, ce qui va arriver, c'est que la maman d'Ellie va devoir aller chercher le grand-père d'Ellie, donc le père de la maman d'Ellie, au poste de police. Tout ce que Ellie va entendre, c'est que sa mère est allée chercher son grand-père au poste de police. Puis elle arrive à la maison, puis là, ce qu'elle voit, c'est un jeune homme qui a l'air à peu près avoir comme 13-14 ans, puis qui est là, puis qui a une espèce d'attitude d'ado un peu, mais qui parle à sa mère avec un ton assez familier, puis assez paternaliste. Et le grand-père d'Ellie, c'est un scientifique qui a toute sa vie travaillé sur plein de projets, mais particulièrement sur des projets scientifiques qui feraient en sorte qu'on pourrait renverser le processus de vieillissement. Donc, vous voyez un peu venir. C'est quand même un roman middle grade, je dois vous dire. Donc, middle grade, absolument, c'est du 8-12 ans. Donc, c'est sûr que c'est pas... On voit un peu où ça s'en va, mais c'est correct. Donc là, on voit ça. Et là, finalement, Ellie réalise, parce que, bon, finalement, les choses se disent, que c'est son grand-père qu'elle voit là. Donc, il a 13-14 ans. Il a essayé un de ces processus de renversement du vieillissement qui a visiblement fonctionné. Puis là, il y a comme l'âme, l'esprit et l'expérience d'un homme de 76 ans dans le corps d'un jeune homme de 13-14 ans, puis il vient de se faire arrêter par la police parce qu'il s'en allait à son son laboratoire scientifique. Et il s'est fait comme flaguer par l'agent de sécurité parce qu'il se disait, ben là, c'est qui ce jeune-là qui veut rentrer là, non. Puis ben, c'est pas nécessairement une histoire qui est facilement croyable, n'est-ce pas? Donc, voilà la nouvelle amie qui va arriver à la maison. Donc, Ellie va se ramasser avec son grand-père en mode ado qui est à la maison, qui va devoir aller à l'école avec elle, puis qui, lui, fait pas aucun compromis sur... mais dans le fond, il s'appelle Melvin, je me souviens plus de son nom de famille, puis dans le fond, ils vont le présenter comme étant un cousin éloigné, parce que, bon, faut pas que... n'est-ce pas que les gens comprennent vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis, lui, il fait aucun compromis sur le fait qu'il connaît déjà les choses. Tu sais, je veux dire, oui, c'est sûr qu'il va pas dire à l'école qu'il a 76 ans puis que c'est un scientifique, mais il est vraiment genre, OK, mais c'est donc bien poche, qu'est-ce que vous apprenez, puis comment ça se fait que mon nom n'est pas là-dedans, tu sais, puis tout ça. Il y a vraiment de l'attitude et tout. Donc, Ellie va naviguer là-dedans et elle va avoir justement à la fois, qu'est-ce que ça va proposer comme histoire, c'est que elle va apprendre à découvrir son grand-père, étrangement, avec une drôle d'approche, puis elle va surtout découvrir la science. Parce que dans le fond, elle se rend compte qu'elle aime ça, la science. Puis son grand-père, ben, il est super fier parce qu'il a toujours été fâché parce que sa fille s'était dirigée en théâtre. Puis il est comme non, mais là, puis dans le fond, il se rend compte que sa petite fille a quand même vraiment un intérêt, un réel intérêt, pas juste un intérêt de je veux être correct puis je veux faire plaisir à mon grand-père, un vrai intérêt puis un vrai talent. Donc, on va voir Ellie qui, tranquillement, apprend à découvrir qui elle est sur fond
douleurs classiques d'école, donc c'est sa meilleure amie qui est peut-être plus vraiment sa meilleure amie, un nouvel ami, Raj, qui est quelqu'un qui est un peu habillé gothique et tout ça, donc les gens ont un peu des préjugés par rapport à lui, mais là finalement il est quand même super intéressé aux sciences aussi, qui va finir par faire partie de son cercle. Son grand-père qui, dans le fond, elle va développer vraiment un lien super fort, même s'il a un caractère un peu de schnout. Puis son grand-père qui l'entraîne vraiment toujours plus loin dans ses découvertes, dans la rigueur scientifique, qui fait découvrir des personnages scientifiques un peu par la force des choses. Et surtout, une prise de conscience de tous les possibles qu'amène la science, puis la passion que ça peut amener, mais éventuellement de l'envers aussi du décor, c'est-à-dire de ce que ça a comme impact la science. Donc, par exemple, elle, ça va avoir allumé par le fait qu'à un moment donné, son grand-père, il parle d'Oppenheimer, qui a fait le projet Manhattan et tout ça, puis qui a fini par développer la bombe atomique. Puis la manière qu'il présente ça, c'est dit, puis ça a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Puis au départ, elle a 11 ans, elle n'a pas vraiment d'autre façon de voir les choses. Puis quand elle réalise en fait que, oui, ben, techniquement, ultimement, oui, mais ça a aussi donné la possibilité à tout le monde d'avoir l'arme atomique, ce qui a fait en sorte que puis ça a également eu un impact direct sur les villes qui ont reçu les bombes atomiques sur la tête. Donc, quand elle réalise ça, elle a vraiment un grand moment de prise de conscience. Puis, on pourrait penser qu'elle va se détacher de la science, mais pas nécessairement. Donc, c'est super intéressant. Je trouve que c'est une plume qui est super intéressante, qui est vraiment humoristique. Juste, je trouve, pour le 8-12 ans. Oui, c'est sûr que, ben, dans le fond, le côté un peu adulte, qu'on pourrait, des fois, on peut se dire, ben là, on va mettre des mots d'adulte dans la bouche d'un enfant. Ce qui est drôle, c'est qu'on les a dans la bouche du grand-père, qui techniquement a 76 ans, donc c'est un adulte, c'est juste qu'il est dans un corps d'ado. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'humour, parce qu'évidemment, c'est le père de la mère d'Ellie, mais il se pogne parce que la mère est obligée de s'en occuper temporairement parce qu'il y a encore, selon la loi, elle est obligée, elle est allée chercher à la police parce qu'elle est portée garante d'un ado de 14 ans. Fait qu'elle est obligée de faire en sorte qu'il se comporte correctement. Mais tu sais, il se picosse parce que techniquement, c'est quand même lui le père. Puis elle dit oui, mais là, c'est moi l'adulte responsable. C'est vraiment drôle. Donc, on a des thématiques de famille atypique, de début d'adolescence, de quête d'identité, de lien intergénérationnel, découverte des passions, découverte de la science. Tout ça sur fond d'humour. Hey, c'était vraiment bon. Vraiment, vraiment excellent. Je l'ai écouté en livre audio. Le livre audio, dans ce cas-ci, la narratrice, c'est pas de sa faute, mais elle avait une voix aiguë et un peu nasillarde. Mais je veux dire, je pense pas qu'elle a choisi. C'est sa vraie voix, là. Elle n'a pas de contrôle là-dessus. Ça m'a énervée au début. Elle parle un peu comme Bernadette voyons, Big Bang Theory. Puis c'est correct quand on le voit dans un show, mais à l'écoute, ça vient un peu agressant. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'était pas un long livre audio parce que c'est un court livre jeunesse, mais c'était peut-être 3 heures de livre audio. Puis j'ai dit, je vais jamais y arriver. Mais là, en même temps, je l'avais aussi en papier, mais comme en livre numérique, mais comme je l'avais pris au départ parce que j'avais des déplacements à faire, ben je l'ai écouté tout en livre audio. Donc, je vous suggère peut-être pas la version audio pour une fois. Je vous suggère de le lire en livre papier, livre numérique. Puis il est traduit en français. Avant, il était chez Flammarion. Là, ici, au Québec, c'est épuisé. Ça a été repris les droits par Scholastic. Cette autrice-là, elle est beaucoup plus connue maintenant pour ses romans graphiques. Elle a fait des romans graphiques, je pense, Mouse, je me souviens plus, Magic Mouse, je pense. Puis surtout des romans graphiques ados. Là, je vais vous mettre peut-être une ou deux vignettes. Donc, c'est pour ceux-là qu'elle est reconnue. Puis comme elle est publiée chez Scholastic en français, ben, c'est pour ça qu'ils ont, je pense, repris les droits aussi de cette série-là, là, The 14th Goldfish. Puis la suite, c'est The Third Mushroom, donc le 3e champignon. Donc, super belle découverte. Si jamais j'avais jamais lu Jennifer L. Holmes, parfait. Comme je vous dis, c'est 8-12 ans. Je pense que plus tard, ça s'adresse vraiment plus à la préadolescence qu'à l'adolescence, même si techniquement, ça met quand même de l'avant des personnages qui ont plus comme 12, 13, 14 ans. Mais bon, vous savez comment ça fonctionne. Quand on est préado, on veut toujours aussi savoir comment ça se passe pour les plus vieux. Mais c'est clairement du 8-12 ans. Vraiment bon. Une super belle découverte. On est vraiment contente d'avoir découvert ça. Je vous suggère ardemment. Et sinon, ben, je suis toujours en pleine lecture de Bonjour mon cœur de Fanny Britt. Donc, lecture papier, là, ça s'en vient, ça s'en vient. Je le lis par petits bouts parce que c'est vraiment troublant pour moi. Et comme je vous disais, ce que vit la jeune fille, je ne sais pas comment ça va se conclure, mais c'est vraiment un roman, comme je vous dis, qui met de l'avant une adolescente qui vit de ce que je crois être de l'anxiété, mais qu'elle est perçue comme une maladie cardiaque. Donc, il y a aussi beaucoup d'hypocondrie quand même qui est là. Puis, elle vit dans un foyer qui est fonctionnel, mais sa mère, de ce qu'on comprend, a des défis de santé mentale, mais sans trop les nommer.
Puis ce qui est le fun, c'est que ça se passe à Kamouraska. Donc, c'est vraiment un super beau cadre. La plume est toujours aussi sublime. C'est juste que c'est remuant parce que pour moi, ça a un peu des échos au niveau personnel. Puis en plus, même hypocondrie, là, ça va mieux. Mais tu sais, c'est des choses, juste pour vous dire, peut-être comme avertissement, entre guillemets, dans le sens que si vous êtes fragile à ça, j'imagine que ça va se résoudre autrement vers la fin, mais tout le long du roman, on suit l'angoisse de l'ado parce qu'elle est comme, c'est sûr que j'ai quelque chose de grave au cœur parce que ce qui m'arrive, je le comprends pas. Mon cœur se met à débattre, je manque de tomber dans les pommes et tout. Puis elle veut pas en parler, elle en parle à une de ses amies, sa meilleure amie qui est en Espagne à ce moment-là. Puis sa meilleure amie est comme, ben non, mais t'es stressée, puis tout ça, mais on voit vraiment quand même l'espèce de. C'est super bien décrit, j'imagine que c'est peut-être pas éloigné peut-être d'une certaine façon de la réalité, peut-être que l'autrice a déjà vécu. Je pense que c'est quelqu'un qui vit quand même des fois de l'anxiété. Donc c'est super bien décrit l'espèce de cercle vicieux de potentiellement anxiété puis de l'hypocondrie quand on commence à rentrer dans ce cercle-là puis qu'on n'arrive pas à s'en sortir, à quel point ça devient grand, puis c'est réel, la crainte est réelle, puis plus ça avance, puis plus ça crée de l'anxiété, plus ça crée de l'anxiété, plus potentiellement il y a des symptômes qui vont sortir. Puis c'est pas des faux symptômes, là. Juste, mettons ça tout de suite au clair, là. Je vais juste vous dire, pour tout le monde qui dit que c'est des vrais symptômes. De l'anxiété, ça peut être somatique, fait que ça peut se transférer en symptômes qui sont des symptômes mesurables, qui sont des vrais symptômes. Donc la détresse est là pour vrai. Donc c'est juste que c'est pas négatif, c'est pas triste, c'est pas sans espoir, c'est pas glauque, elle est pas dans une famille qui est pas évidente dans le sens que sa mère a des réalités de santé mentale, mais pour le moment, c'est pas genre tout va mal, puis tout ça, c'est pas ça du tout. C'est très lumineux, étrangement, comme livre, sauf que ce qu'elle vit, c'est pas lumineux du tout, puis elle le vit seule. Donc, il y a quelque chose de vraiment comme troublant. Fait que je le lis, mais en petit saut, en petite vingtaine de pages. Puis je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être faire aussi, je sais pas, je pense que je vais travailler sur ma à lire du défi lecture de Flow and Books qui est Mars au féminin. Donc, je vais peut-être alterner entre travailler là-dessus puis le lire. Pas parce que c'est mal écrit, c'est super bien écrit, mais je pense que pour le moment, ça va peut-être trop toucher des choses qui sont un peu fragiles chez moi. Mais à date, en tout cas, je vais voir comment ça se conclut. Mais vraiment une belle percée dans la littérature pour ados de Fanny Bridge jusqu'à maintenant. Donc, je reviens quand je peux, mais je voulais faire juste un petit coucou comme ça en passant. Et alors, me revoici en fin d'après-midi. Donc, je viens tout juste de terminer ceci. Et quel coup au cœur. En ce qui me concerne, comme dans le fond, je vous ai dit, ça met en scène, entre autres, un bagage que j'ai, en fait, pas mal similaire. C'est sûr que ça résonnait encore plus en moi. Mais ouais, c'est un coup de cœur complètement. Donc, alors oui, en effet, c'était bien l'anxiété. Je divulgue pas grand-chose parce qu'on l'avait comme un peu compris à travers tout le roman. Comment ça évolue? Je sais pas comment expliquer ça, mais ça va au-delà du roman d'émancipation adolescente, disons. Oui, il y a ça. Oui, il y a le la prise de conscience de l'anxiété. Puis oui, il y a aussi la découverte d'une vie en dehors de ce à quoi on est habitué, donc ce qui est à Kamouraska, avoir peur de ne pas tenir, parce que la jeune fille, c'est pas nécessairement que c'est de l'anxiété, mais ça donne l'impression qu'elle a des crises cardiaques qui s'en viennent et tout ça. Mais en même temps, essayer de s'affranchir un peu de ses parents et aussi quelque chose qui est de l'ordre du terrible secret
qui est détenu par les adultes, donc les deux parents de notre chère, j'ai déjà un blanc parce que je suis trop émue, Bernadette. Donc, de notre chère Bernadette, qui surinterprète tout, qui pense avoir bien compris, puis qui, dans le contexte, finalement, n'a peut-être pas tout compris. Et c'est terrible, ce secret-là. Donc, j'en dirai pas plus. C'est un roman en vague, je dirais. Un peu un roman, ça se passe à Kamouraska, puis ça me donne l'impression que c'est comme des marées. Donc, on a vraiment une mise en contexte au départ de la jeune fille, le début euh, d'une adolescence qui semble assez correcte, assez bien nourrie, positive, mais en même temps, l'espèce de gros récif qui est là, qui est comme un peu son anxiété qui arrive. Puis ensuite, bon, l'arrivée à Kamouraska, la perception de quelque chose, on dirait, qui cloche un peu avec les parents. Euh, Après ça, bon, l'espèce de soif de se dépasser, mais en même temps de fuir peut-être. Tout ça en vague qui se ramasse, qu'elle va finir par travailler dans un restaurant alors qu'elle n'a même pas l'impression qu'elle est capable de sortir de chez elle tellement elle a peur qu'il arrive quelque chose. Après ça, ouf, une autre vague où l'émancipation va aller plus loin, où elle va essayer de combattre la peur par l'excès, disons, comme en se disant, mais de toute façon, tant qu'à avoir peur pour quelque chose, aussi bien avoir peur avec un fondement. Puis ensuite, évidemment, les événements qui vont se bousculer, les rencontres qui vont se faire, les bonnes rencontres au bon moment qui vont se faire. Puis, bien entendu, l'espèce de le coup de poing au cœur final, mais qui, au bout du compte, étant donné que certaines rencontres ont été faites, certaines prises de conscience, certaines décisions, on dirait, conscientes de la part de Bernadette ont été prises, va se vivre un peu différemment de ça, à quoi on aurait pu s'attendre par rapport à la Bernadette du début. Donc, c'est dur pour moi d'en parler parce que je ne veux pas tout divulgacher. Puis ce qui est super intéressant là-dedans, ben, évidemment, la force de ça, c'est les personnages, bien sûr, mais surtout la plume de Fanny Britt, c'est incontestablement sublime et inoubliable. Donc, voyez-vous, je ne suis même pas la génération techniquement concernée. C'est un roman pour ados. Mais je pense que c'est un roman pour... Oui, c'est un roman pour ados, mais je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Il y a de tout pour chaque personne. Il y a même des non-dits qui ne sont pas résolus. Et je me suis pas sentie abandonnée à la fin parce que c'était pas nécessairement résolu. Il y a des choses qui vont être vues à travers le regard de Bernadette qu'on va penser comprendre entre les lignes, puis qu'on ne saura jamais finalement si sa perception était la bonne. C'est fait avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de justesse. Comme je vous dis, j'ai lu la note de l'autrice, puis bon, il semblerait que c'est en partie des choses qu'elle a vécues, mais aussi en partie des choses que ses enfants potentiellement ont vécues dans certaines sphères, pas nécessairement l'anxiété. Donc, c'est de la fiction, mais c'est quand même inspiré. Quand je vous ai dit qu'elle savait bien décrire les choses, ben ça ressemble pas mal à quelqu'un qui est déjà passé par là, parce que sinon, on ne peut pas mettre autant les mots sur ça. Puis, même si on est passé par là, on n'est pas toujours capable de mettre les mots, mais avec la plume de Fanny Britt, s'il y avait quelqu'un qui pouvait en mettre, c'est bien elle, puis elle les met exactement à la bonne place, puis de la bonne façon pour que ça évoque ce que c'est pour ceux qui le vivent pas nécessairement. Puis en ce qui me concerne, ce qui est particulier, c'est que je vous ai dit que je l'ai lu en vague, moi aussi, parce que, en fait, je me doutais que ça allait faire ça, mais ça m'a quand même un peu activé, un peu, moi, mes réflexes d'anxiété. Donc, quand même, faites attention à vous si jamais c'est quelque chose que vous vivez, puis c'est quelque chose qui vous fait réagir. Ça peut provoquer chez vous potentiellement une activation. Dans mon cas, ça le fait, mais c'est pas du tout parce que l'ambiance est glauque, c'est pas parce que c'est une tension insoutenable. Ça doit dépendre de chaque personne à quel point ça nous fait résonner en nous des choses. Donc, même quelqu'un qui est anxieux puis c'est pas ce genre de manifestation-là, peut-être que ça va pas résonner de la même façon. Mais là, dans ce cas-ci, c'est des manifestations qui sont vraiment plus en phase avec... En ce qui me concerne, en fait, les choses en phase avec ce que je vis. En tout cas, ce avec quoi j'ai appris à vivre. Mais c'est vraiment parfait. C'est un livre que je vais garder, que je vais relire. En même temps, c'est vraiment une ode à l'adolescence. Parce que ce que j'aime, comme je vous dis, c'est que si c'est bien sûr un personnage adolescent qui vit des choses qui sont importantes, qui sont plus grandes qu'elle, qui sont vécues aussi par des adultes, mais à hauteur de
de où elle est rendue dans ses émotions puis sa maturité d'adolescente. En même temps, elle est quand même exposée à des choses qui sont un peu plus grandes qu'elle et qui demandent un peu plus de maturité. Donc, j'ai trouvé que c'était super adapté. C'est que il y a des fois où on a l'impression que sa façon de s'exprimer est limitée, mais en même temps, euh, c'est une jeune femme, elle a 14 ans. Elle est rendue où elle est à 14 ans, elle a des choses encore à comprendre. Puis, j'ai trouvé que c'était tout à fait en phase. Fanny Britt ne tombe pas dans le piège de faire devenir l'héroïne une adulte, même si elle vit des choses qui potentiellement peuvent la faire, entre guillemets, vieillir plus vite. Puis pas juste par rapport à elle-même. Là. Donc, comme je vous dis, je ne vous dis pas tout, mais il faut falloir que vous le lisiez quand même. Là. Mais je trouve que c'est ça, elle ne tombe pas nécessairement dans ce piège-là. Puis les adultes ne sont pas non plus parfaits. Donc, fait que c'est sûr que c'est toujours vu du point de vue de l'adolescente, mais même si elle, évidemment, comme adolescente, elle va trouver que potentiellement les adultes ne sont pas parfaits, mais quand on apprend à comprendre un peu mieux ce que certains des adultes vivent dans ce livre-là, en périphérie, puisque bien sûr, l'accent n'est pas mis sur eux autres, on se rend compte qu'ils sont seulement des adultes qui font de leur mieux pour faire ce qu'ils peuvent dans les circonstances. Il y a des sujets quand même assez durs qui sont abordés, qui sont évoqués, et je trouve que, c'est ce que j'ai toujours trouvé en fait, là, mais je trouve que le choix de l'autrice de les évoquer, là je parle pas de l'anxiété, là, je parle de d'autres choses qui sont périphériques, de les évoquer, de leur en faire prendre de les évoquer en nous faisant comprendre l'impact que ces sujets-là ont sur certains des personnages, sans nécessairement en faire une narration parallèle ou mettre beaucoup de temps là-dessus. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on va vraiment plus, on identifie la chose par l'impact que ça a sur la personne. Puis ça demeure toujours dans certains cas dans le nébuleux, sinon l'autre c'est identifié. Mais j'ai trouvé que c'était une super bonne façon de le faire. Le coup au cœur est aussi grand. Là. On n'est pas obligé de passer 20 pages sur quelque chose pour que vraiment ça nous imprègne. Moi, je trouve qu'à la limite, justement, quand on comprend en non-dit, en sous-texte, en perception, c'est encore plus troublant parce qu'on ne va jamais être certain si c'est vraiment ça qu'on comprend. Puis dans la vraie vie, c'est ça aussi. Dans la vraie vie, des fois, on n'est pas trop certain. On n'est pas sûr que les choses qu'on perçoit sont les bonnes par rapport à une situation qui pourrait être grave. Puis, il y a des fois où on va avoir un gros moment à passer qui va être dans les gros détails, mais pas toujours. Et puis, l'impact est là quand même. Donc, j'ai trouvé vraiment que ce choix-là qui a été fait par l'autrice, c'était vraiment judicieux. Puis tout à fait pertinent dans ce cas-là. Je trouve que ça a été vraiment efficace. Donc, vraiment, comme je vous dis, sa plume, sa façon de construire le récit, les personnages qu'elle a mis en place, les sujets qu'elle a abordés, ceux qu'elle a priorisés, ceux qu'elle a mis en périphérie, tout ça, c'est fait avec genre de main de maître. Là. Donc, vraiment, c'est une note parfaite. Donc, coup de cœur total pour cette lecture-là, que je suis contente d'avoir lu à mon rythme parce que j'avais besoin de lire à ce rythme-là. Mais c'est pas un livre difficile à lire du tout. Là, si c'est pas une réalité nécessairement qui vous touche, si ça se lit bien, c'est fluide, on s'attache au personnage, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, on veut savoir comment elle va vivre ça, on, on voit un peu qu'est-ce qui se passe autour, puis on commence à comprendre. Donc, c'est pas... Puis ce qui est intéressant, c'est vraiment une structure par chapitre qui sont jamais très longs. Puis des fois, il y a vraiment des chapitres qui se répondent. Des fois, ça va se terminer, par exemple, ça se termine ici, un chapitre. Puis, il y a un prochain chapitre. Ben, c'est pas des chapitres, là. Des sections, dans le fond. Puis, il y a une prochaine section qui est en commentaire avec l'autre. Puis, c'est juste ça ici. Donc, juste cette partie-là. Après ça, on enchaîne, encore une fois, avec la prochaine section. Et je trouve que ça met vraiment un rythme. C'est presque un texte qu'on pourrait lire à l'oral. Ça paraît que Fanny Britt, à part, elle est autrice, mais elle est aussi dramaturge, puis elle est aussi traductrice. Donc, là-dedans, en plus, elle évoque aussi la traduction. Puis, elle a vraiment une façon, je trouve, de penser le texte qui pourrait facilement être mis en scène, en fait. Et non pas parce que c'est juste un échange de dialogue, mais à cause du souffle qu'elle met, on dirait que sa façon de structurer son récit, puis sa façon de, comme je vous disais là un peu, ça crée un rythme qui fait en sorte que c'est une espèce de souffle. Mais comme je vous dis encore là, ça fait encore plus le côté marée, selon moi, vague. Donc, tu sais, une grande vague, un petit ressac, une grande vague, un petit ressac. C'est quasiment ça comme structure. Donc, mais voilà, je vais arrêter d'en parler. Là, ça fait comme 10 minutes que je vous en parle. Mais super lecture. Puis, ben voilà. C'est ça ce dont j'avais à vous parler pour le moment. Et je vais voir si je poursuis parce que comme
Si je poursuis, ce vlog-là, ça m'annonce quand même assez long. Ça se peut que je coupe ma semaine plus tôt que prévu. Mais je vais peut-être essayer de lire, tant qu'à rester dans le jeunesse-ado, je vais peut-être essayer de lire le fameux tome 6 du Carnet de cerises, comme c'est une nouveauté que j'ai emprunté à ma bibliothèque, pour le rapporter assez vite. Puis en plus, c'est bien parce qu'on va retrouver justement Cerise qui est quand même à l'âge adolescente avec beaucoup de changements qui se passent dans sa vie. Donc, je resterai un peu dans ma thématique de vlog. Donc, je vais peut-être le lire, je ne sais pas si je vais le lire ce soir ou demain matin, ou au pire, je vous en reparlerai demain. Mais ça va peut-être être même la dernière lecture de ce vlog-ci, on verra. Je vais m'en tenir un petit spécial jeunesse-ado peut-être pour cette fois-ci. Donc voilà. Alors, ben, à tout de suite! Hey, bonjour. Alors, je vous reprends aujourd'hui, encore une fois cette semaine avec un horaire différent. Donc, aujourd'hui, on est le mardi 18 février, mais je travaille de soir, donc j'ai eu le temps un peu ce matin de faire des lectures, dont le fameux 6e tome des Carnets de cerises, La parenthèse de l'oubli, donc de Joris Chamblin et Olérie Néret. C'est publié chez Oxymore Éditions, collection Métamorphose. Et, ben écoutez, c'était superbe, c'était... je ne peux pas vous parler vraiment de... Ben, je peux peut-être vous dire des notions générales, mais comme si c'est un tome un peu de conclusion, même si techniquement, ça laisse un peu une ouverture pour la suite. C'est plus un tome réunion, disons, comme quand on retrouve enfin... je sais pas, comme quand on fait une espèce d'épisode de célébration après 10 ans, mettons, avec des acteurs pour une série qui était super populaire. Donc, c'est un peu le même principe avec les Carnets de cerises. Par contre, ça se passe quand même juste 1 an après la fin du tome 5 et d'espèce de hors-série qui était le Carnet de Valentin, je pense. Je me souviens plus c'est quoi. Donc, ça se passe quand même chronologiquement juste 1 an après la fin de la série. Donc, on va retrouver Cerise avec sa famille, Cerise qui a 13 ans, et qui, sans trop donner de détails, va s'embarquer pour un voyage d'1 an à travers le monde. Il va avoir, à 13 ans, évidemment, école à distance, nouvelles personnes un peu dans sa vie, et toutes sortes de rencontres, des objectifs, des choses qu'elle voulait voir. Mais on sent que Cerise, pendant ce tome-ci, ce qui est vraiment au cœur de ses considérations, c'est le côté un peu écologique. Donc, elle est comme pour un peu ce voyage-là, c'est pas elle nécessairement qui l'a initié, mais en même temps, elle a comme un peu peur de ce que ça va donner comme conséquences écologiques. Donc, ils vont faire un voyage qui est plus éco-responsable. Donc, prendre des transports, plus par exemple le train, des bateaux qui sont déjà affrétés pour faire des traversées, des collaborations un peu spontanées et tout ça. Ben voilà, ça va être donc l'occasion de découvrir plein de pays. Nous, on va les découvrir avec elle. C'est quand même un tome. Je me souviens pas c'est quoi le dosage dans les autres tomes, s'il y avait autant de passages en carnet, mais dans le fond, c'est un carnet de voyage. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on fait un tour du monde avec elle. On fait un tour du monde, un tour des rencontres. C'est beaucoup basé sur l'intériorité de Cerise. C'est une Cerise qui est plus, disons, elle a 13 ans. C'est une Cerise qui est plus dans les réflexions, qui me donne l'impression qu'elle a des réflexions un peu plus adultes, mais dans le fond, à 13 ans, je pense que c'est juste que je m'en souviens plus, mais on avait quand même des réflexions adultes aussi, là, c'est juste que c'est un peu loin. Donc, des fois, ça me donnait l'impression que c'était un petit peu plus ouvertement philosophique et leçon de vie. Mais en même temps, quand on parle d'un voyage comme ça à travers le monde, c'est sûr que c'est quelque chose qui va nécessairement arriver au menu. Les gens qui font des grands voyages comme ça, il y a nécessairement une réflexion sur toutes sortes de choses, sur des sujets généraux, sur leurs convictions, sur les rencontres qu'ils vont faire, à quel point ça va les transformer, à quel point, même si techniquement, officiellement, ça ne les transforme pas nécessairement de l'extérieur, mais que de l'intérieur, ils ont vraiment beaucoup évolué, ils voient les choses différemment. Donc, je trouve ça intéressant, la notion de voyage, la notion de comment le voyage peut nous faire changer, comment ouvrir les horizons, littéralement dans le sens de vraiment faire, aller à la rencontre des différentes cultures, essayer différentes choses, sortir des zones de confort aussi. Puis aussi, en fait, quand c'est sur 1 an, les voyages comme ça, ben, ça arrive aussi dans les voyages plus courts, mais le voyage, en fait, les aléas puis les imprévus font partie du voyage. Donc ça, des fois, même quand on est un adulte, genre moi, mais quand on a 13 ans, des fois, si on a des attentes un peu, ben c'est sûr qu'il faut aussi s'adapter au fait que
les choses ne se passent pas nécessairement toujours comme on le pensait. Puis c'est peut-être pour le mieux dans les circonstances. Des fois, on voit pas toujours sur le coup c'est quoi le mieux dans la situation. Mais des fois, il y a des choses quand même vraiment belles qui se passent. Fait que j'ai peut-être pas reconnu autant l'enchantement que dans les 5 tomes principaux parce que c'était vraiment une histoire en soi. On voyait vraiment l'évolution du personnage de Cerise sur 5 tomes avec des formules un peu d'enquête puis qui finissaient par s'entrecouper avec sa propre vie et tout. Là, de celui-là, c'est vraiment plus, comme je dirais, un tome récompense, un peu un hors-série. Mais en même temps, c'est quand même bien ancré dans l'histoire de où on avait laissé Cerise. Puis ça donne la possibilité d'un futur, évidemment. Donc, je ne sais pas si le duo de créateurs va aller là. Peut-être que c'est la manière dont c'est pensé, puis de la façon dont c'est formulé, ça dit aussi que des fois, il y a des choses qui sont non résolues, puis qu'il faut qu'on vive avec le fait qu'on ne va pas toujours tout savoir. Donc, j'imagine que c'est peut-être un hint aussi au lecteur de dire, ben voici enfin comme cette espèce de belle conclusion-là, entre guillemets, mais c'est une conclusion qui multiplie plus les possibles, qui donne en fait toutes les réponses, puis c'est correct, on dirait que c'est comme ça qu'ils ont voulu faire. Donc, c'était un super doux moment. C'est pas un coup de cœur pour moi, mais c'était un doux moment. Puis définitivement, là, je les ai à la maison, j'avais réussi, je pense, à les trouver en usagé, les tomes de soleil. J'ai pas pensé, j'aurais pu les relire avant, je me disais, j'avais oublié que je les avais à la maison. J'étais comme, oh non, je vais pas les emprunter à la bibliothèque avant de lire celui-là. Mais j'ai pas été trop perdue. Il y a eu 2 références au tome précédent. Ben, tu sais, globalement, l'histoire, oui, ça, on a des références, puis c'est correct, je m'en souvenais. Mais il y a eu 2 références à des tomes spécifiques précédents, mais il y en a une particulièrement que j'aurais peut-être dû relire. Je pense que c'est le tome le plus récent. Je pense que c'est le tome 5. Mais bon, ça ne va pas empêcher de fonctionner. On comprend quand même c'est quoi l'impact des choses, même si on n'a pas nécessairement le souvenir proche de tout ça. Par contre, évidemment, il faudrait au moins avoir lu le tome 1 à 5 dans le sens où c'est pas grave si c'est pas frais dans votre mémoire. Mais tu sais, ce tome-là, c'est pas un tome. C'est un tome 6, là, donc c'est pas un tome qui est individuel, qui peut se lire. C'est pas un vrai hors-série, c'est pas un tome compagnon. Moi, j'ai perçu comme un tome compagnon, mais comme il y a vraiment beaucoup d'ancrage dans les choses qui sont dans les autres tomes, ça vaut la peine de lire. Ben, de découvrir cette série-là si c'est pas fait. C'est une série qui est plus ancienne, mais qui, à mon avis, a super bien vieilli. Donc, ça vaut la peine. Puis juste pour les visuels, là, c'est tellement... Ben, je vous en avais montré quelques-uns quand je l'avais dans ce vlog-ci. Mais je sais pas, il y a quelque chose d'émotion. Puis pourtant, c'est des images qui sont je vais vous montrer. Il y en a une à un moment donné, je pense qu'il y a les aurores boréales. Si j'arrive à vous la trouver, je vais vous la montrer. Ça me donne un petit peu une idée de... Ouais. C'est ça? Oui, je vais vous la montrer. Je trouvais quand même que c'est un excellent travail là, n'est-ce pas, de visuel. Alors voilà pour ma lecture de ce matin. Et sinon, ben, je vais vous montrer un autre petit book haul de bibliothèque. Je vais essayer de mettre l'accent là-dessus. J'ai d'autres livres qui sont arrivés là. J'avais dit que j'allais peut-être vous les montrer, mais finalement, ce que je vais peut-être faire, je pense, c'est que comme mon but dans l'année, c'est d'essayer d'acheter le moins possible de livres, ben, d'acheter mieux, comme je vous disais. Là, c'est plus des éditions spéciales que j'ai, dans le fond, reçues potentiellement. Il y a 2 potentielles découvertes, mais sinon, c'est des éditions spéciales ou des suites de livres d'auteurs que je voulais absolument lire puis que je vais avoir dans ma bibliothèque. Donc, c'est peut-être pas nécessairement... je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais mettre l'emphase là-dessus. Donc, ça se peut que quand c'est des book hauls qui sont pas bibliothèques, je les propose plus sous forme de vidéos courtes, donc short, peut-être sur YouTube ou peut-être sur Insta, je vais voir. Je vais voir. C'est une idée que j'ai comme ça en tête. Fait que donc, on va plus se concentrer sur les book hauls de biblio. Donc, j'ai eu une réservation. On m'a contacté pour me dire que j'avais une réservation d'arrivée et c'est la fameuse et sublime adaptation en roman graphique de Sa Majesté des Mouches de William Golding. C'est adapté par Amy de Young. Je sais pas si on dit de Young. De Young. Et c'est publié chez Dergo. Et c'est une BD qui est sortie quand même. Je pense pas que c'est si récent, c'est juste que ça fait du temps avant que ce soit mon tour. Je sais pas si on a les dates. C'est paru en Europe en septembre 2024. Je pense que nous, on l'a eu vraiment tardivement au Québec. Donc, voilà. Je vais le 4e parce que moi non plus, je n'étais pas si familière avec l'histoire de Sa Majesté des Mouches. Alors, allons-y. Un avion s'écrase sur une île déserte. Les seuls survivants sont un groupe d'écoliers. Explorateurs de plage splendides le jour, les jeunes garçons sont visités la nuit par le spectre d'une créature primitive et hantés par leurs précieux souvenirs. Orphelins de la civilisation, ils doivent à présent bâtir la leur. Mais le groupe se trouve rapidement divisé et leurs jeux innocents prennent une dangereuse tournure. C'est de ce dont je me souvenais. On va regarder peut-être quelques illustrations. C'est peut-être pas ce à quoi je m'attendais avec la couverture. C'est un petit peu plus
rugueux, plus texturé. Wow! Je suis tombée sur une, sur une illustration un peu épeurante. Je vais la montrer vite pour ceux qui se sentent pas à l'aise. Puis disons peut-être une autre planche, j'essaie de voir si je peux vous en trouver une. Donc, on va voir. Comme techniquement, Sa Majesté des mouches, c'est pas nécessairement du jeunesse, mais ça met en vedette les ados. Est-ce que je pourrais pas, parce que dans le fond, là, le vlog n'est pas si long que ça, est-ce que je mets tout de suite fin au vlog? Est-ce que je pourrais pas plutôt essayer de voir si j'ai le temps cette semaine de lire Sa Majesté des mouches? Mais je sais pas si je vais avoir le temps. Puis je vous en parle, puis ça conclut mon vlog jeunesse-ado. Peut-être que je pourrais faire ça. Puis sinon, ben, on va voir. Au pire, je vous reprends juste pour vous faire un dernier coucou. Mais voilà, c'était le moment de la journée. Lecture. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais lire en livre audio. Il y a un livre... Bon. Parlons, choix de livre. Il y a un livre qu'il faut que je lise pour le travail, mais c'est un livre qui est rude, qui est absolument pas en jeunesse, que de toute façon, je sais pas si je vais vous le mettre dans les vlogs. Puis j'ai essayé de commencer à l'écouter à l'audio, mais c'est vraiment trop dur. Je vais le lire parce que j'ai pas le choix. Je fais une animation, je vais avoir lu le livre, mais je sais pas si je vais être capable d'entendre ça tellement que c'est dur à recevoir. Ça aborde en fait la violence conjugale, l'emprise. Et c'est quelque chose de la manière dont c'est fait, c'est un récit, donc c'est sûr que c'est pas évident. Donc, est-ce que je vais lire en papier? Est-ce que je suis courageuse et j'entame ça? J'ai pensé peut-être que dans ce cas-ci, peut-être que si je mettais la voix de synthèse, ça pourrait aider parce que ça fait un côté un peu détaché. Puis justement, peut-être que ça me permettrait de garder quand même le focus. Je lis quand même en livre numérique, fait que je vais le lire en livre numérique, mais dans les transports, je pourrais peut-être faire ça. Mais je ne sais pas si je vais avoir comme l'état émotionnel pour le faire. Sinon, j'avais la lecture du mois du club de lecture des Patreons d'Alex Bouquet-Prada, qui était un livre de Sarah Brooks. Je vais vous mettre la vignette. J'ai le livre à l'arrière ici, là, un feed guide, tout, je me souviens plus. Puis ça a l'air vraiment intéressant, mais c'est du fantasy. On dirait que je suis comme pas nécessairement dedans. Donc, je l'avais acheté parce que ça faisait un bout que je voulais lire. Ça a donné que c'était la lecture du mois de janvier. Je m'étais dit, je vais l'écouter en livre audio au pire. Puis là, je ne sais plus si j'ai envie de lire ça. Au pire, je le lirai à un autre moment. C'est pas plus grave que ça. Donc, il reste ça. Mais en même temps, il y a comme un petit quelque chose en moi qui me dit peut-être que je pourrais prendre une lecture aussi douce en lecture audio pour finir ma semaine. Bref, je ne sais pas. Ça veut juste dire que je vais vous en reparler. Bon, je vais au moins vous reprendre pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça. Puis ben voilà. Alors, j'arrête d'étirer le temps. Et je vais me préparer pour le travail. Allez, à plus tard. Hey, bonsoir. Alors, c'est dans ce savoureux éclairage de fin de journée qu'on va se parler une dernière fois pour le vlog parce que il est déjà quand même assez long. Puis, j'ai plein d'autres trucs dont je voudrais vous parler, mais je pense que je vais attendre au prochain vlog. Dont, entre autres, ma lecture en cours. J'ai finalement arrêté de me mettre la tête dans le sable. De faire l'autruche et je me suis lancée dans ma lecture obligatoire pour le boulot. Ben, obligatoire. La lecture que je vais faire pour pouvoir animer la rencontre que je fais pour le boulot. C'est vraiment une lecture qui est à peu près à des 1000 millions de kilomètres de ce que j'aime, ce que j'apprécie, ce avec quoi je suis confortable. On est vraiment dans un récit, ça parle de violence conjugale, donc faut que je le lise. Je suis rendue un peu plus que la moitié, puis je l'ai écouté en voix de synthèse volontairement parce que je voulais pas être trop... Il y avait une version audio, mais c'était trop pour moi. Ça rajoutait encore plus à l'affect pour moi. Donc, j'ai écouté en voix de synthèse, puis je pense que la fin, je vais la lire en diago dans le livre parce que c'est trop rough pour moi. Mais bon, je vais au moins avoir une idée de bon, c'est quoi le récit, comment l'autrice a tricoté ça et tout. Donc, bon, voilà. Et bref, je vous dis pas c'est quoi. Mais j'ai quand même été chercher un autre livre, donc un autre petit livre de bibliobook. Et cette fois-ci, c'est sur les conseils de petite lectrice. J'ai vu passer ce livre-là. J'avais l'impression que ça pouvait potentiellement être bon. La couverture m'évoquait quelque chose de comme en surface, un peu trop style romance prévisible. Mais en même temps, c'est publié chez Calman Lévy. Je savais pas trop quoi faire. Puis Petite Lectrice en a parlé il y a 2-3 semaines dans ses blogs. Puis elle a vraiment eu un coup de cœur pour ça. Puis ce qu'elle évoquait, c'est que c'était beaucoup plus profond que qu'est-ce que ça avait de l'air. Puis c'était supposément un roman victorien qui se passe de nos jours. Donc c'est Là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hug ou Hug, je ne sais pas c'est quoi comment elle prononce son nom. Et c'est publié chez Calman Lévy. Et je vais ouvrir la quatrième de couverture, puis vous allez savoir, vous allez voir pourquoi j'étais vraiment j'y allais à reculons. Clairement, juste toute la quatrième de couverture au complet me fait lever le poil sur les bras. Mais allons-y.
Et si vous deviez renoncer à l'homme que vous aimez pour le sauver? Après la mort tragique d'un patient, le docteur Joséphine Granger se réfugie en Écosse, où elle est engagée comme gouvernante chez Lord Maclean, un aristocrate tyrannique avec son personnel. Aussitôt captivée par Havenstone, l'ancestrale demeure, et Edward, son séduisant métayer, choyée par la cuisinière du domaine, la douce Mrs. Whitmore, Joséphine ose enfin rêver à une vie apaisée. Mais quand elle découvre une chaise vide à la place de la fillette dont elle devait s'occuper, tout s'écroule. Quel secret cache Mrs. Whitmore? Pourquoi Edward semble-t-il si malheureux? Alors qu'une tempête fond sur l'île des Brumes, Joséphine s'apprête à découvrir que pour sauver celui qu'elle aime, elle devra d'abord affronter ses peurs les plus anciennes. Dans le spectaculaire paysage de l'Écosse en hiver, un roman bouleversant sur l'amour et la résilience. Même avec ça, je le lis à contre-cœur, mais il paraît que la plume était super belle. Donc, c'est ça qui avait marqué Petite Actrice. Puis là, ben, je me suis dit, ben écoute, je vais essayer, on ne sait jamais. Donc, il y avait ça. C'est quand même une bonne bricasse, 500 pages, qui n'existe pas. J'ai pas accès en livre numérique. Donc, c'est un peu problématique. Ça va être un livre, il faudrait que je lise en papier. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est sûr que ce ne sera peut-être pas dans ce vlog-ci que je vais lire. Je l'ai pour 3 semaines parce que c'est un livre qui vient d'une autre bibliothèque. Donc, je ne l'ai pas pour super longtemps. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Je vais le commencer, puis si ça me plaît, ça me plaît. Puis sinon, ben, on verra bien. Donc, voilà pour la petite arrivée livresque de la bibliothèque. Et, ben, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, je vais aller m'aligner sur autre chose, mais non. Donc, sur ces bonnes paroles, on va clore ce fameux vlog qui était finalement 100% jeunesse-ado. J'aurais aimé ça vous rajouter quelques albums que j'ai lus, en fait, il y a presque une semaine, mais j'ai vraiment pas le temps de vous en parler. Si j'en parle maintenant, ça va juste être trop long. Mais j'espère que ça vous a plu, cette espèce de petite thématique-là spontanée qui est arrivée. C'était pas prévu, mais je me suis dit, bah pourquoi pas. Puis ça a permis de découvrir des plumes intéressantes, puis aussi le fait que, dans le fond, quand on se plonge dans l'ado ou dans la jeunesse, il faut arrêter. Mais je sais que c'est de moins en moins un préjugé, mais la littérature jeunesse, la littérature pour ados, c'est de la littérature, point. Donc, ça vaut vraiment la peine d'oser puis de se laisser interpeller puis secouer par ces lectures-là ou bercer par ces lectures-là. C'est des lectures que moi, j'inclus complètement dans mon schéma de lectrice normale. Pour moi, lecture, c'est une lecture, ça n'a pas rapport. Fait que j'espère que ça vous a donné envie peut-être d'essayer un petit peu plus pour les lectures jeunesse ou ado. Alors, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous avez des suggestions, des commentaires sur ce que j'ai lu, puis si ça vous a intrigué ou si vous avez lu des choses que vous pensez qui pourraient me plaire. Ça me fait plaisir de vous lire. Puis nous, de toute façon, on se retrouve tout bientôt. Alors, allez, à bientôt!